Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité de réanimation de la SFAR, Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la SFAR. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Hatchadé Enora, travaillant à l'hôpital Bichat à Paris, qui est également membre du comité de réanimation de la SFAR. Merci beaucoup, docteur Hatchadé, d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous parler du choc toxique ou syndrome du choc toxique. Donc tout d'abord, une première question très simple. Qu'est-ce qu'un choc toxique ? Alors, le syndrome du choc toxique, c'est une pathologie qui est rare, qui menace le pronostic vital. Sa survenue implique la production par une bactérie, seule ou en association avec d'autres facteurs de virulence, d'exotoxines superantigéniques, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'induire une activation immunitaire non spécifique et donc la production massive de cytokines pro-inflammatoires qui sont responsables de l'apparition rapide d'un état de choc sévère, de défaillance d'organes pouvant aller jusqu'au décès. Le syndrome du choc toxique est en grande majorité lié à une infection ou à une colonisation à Staphylococcus aureus ou Streptococcus pyogenes. Il existe des cas cliniques de syndrome du choc toxique impliquant d'autres bactéries, mais cela reste tout de même anecdotique. La littérature décrit le syndrome du choc toxique en différenciant le choc toxique staphylococcique, qui peut être menstruel ou non menstruel, et le choc toxique streptococcique, qui est souvent associé à une dermo-hypodermite bactérienne nécrosante. Merci beaucoup pour cette définition très claire. La question suivante porte sur le choc toxique staphylococcique. Est-ce que vous pouvez nous en décrire la présentation clinique ? Oui, alors des critères diagnostiques ont été proposés par le Center for Disease Control dans les années 80. Ces critères retiennent la présence d'une fièvre élevée, d'un rash cutané, d'une desquamation de la plante des pieds ou de la paume des mains, d'une hypotension artérielle et d'une atteinte multisystémique avec une atteinte de 3 organes ou plus parmi une atteinte gastro-intestinale, musculaire, rénale, hépatique, du système nerveux central, une hyperémie muqueuse ou une thrombopénie. Les prélèvements pharyngés de sang et de LCR doivent être négatifs, à l'exception de cas possibles de bactériémie à Staph aureus. Il faut quand même noter que ces critères ne permettent qu'un diagnostic rétrospectif, puisqu'ils comprennent la desquamation de la paume des mains et de la plante des pieds, qui est tardive. De plus, une étude française rétrospective multicentrique, publiée par Damien Contoux et Nicolas Deprost en 2022 dans CID, portant sur 102 cas de choc toxique staphylococcique menstruel, avait démontré qu'aucun d'entre eux ne remplissait les critères du CDC pour un choc toxique confirmé. Seulement la moitié remplissait les critères pour un choc toxique probable. Le syndrome du choc toxique staphylococcique menstruel survient chez des femmes jeunes, sans comorbidité, qui utilisent des tampons durant leurs règles pour une majorité d'entre elles. Il faut quand même noter que les coupes menstruelles ou les stérilets peuvent également être pourvoyeuses de syndrome du choc toxique. L'étude de Damien Contoux décrivait des patientes tachycardes à l'admission, présentant une fièvre élevée, un rash cutané dans 87% des cas, une atteinte muqueuse dans 50% des cas, les signes digestifs et les céphalées étaient très fréquents. Les patientes recevaient un remplissage conséquent au cours des 24 premières heures de réanimation. Elles avaient recours aux vasopresseurs dans 84% des cas et une patiente sur 5 environ avait nécessité le recours à la ventilation mécanique. Le taux de mortalité est très faible puisque dans cette étude, aucun décès n'était à déplorer. Et qu'en est-il du choc toxique staphylococcique non menstruel ? La présentation clinique du choc toxique non menstruel est très comparable à celle du choc toxique menstruel. Une étude française, rétrospective, un petit peu plus ancienne, publiée par Étienne Desclous en 2008, avait comparé la présentation clinique des chocs toxiques menstruels versus non menstruels. Les chocs toxiques non menstruels surviennent chez des patients significativement plus âgés, plus comorbides. Les signes digestifs et l'atteinte muqueuse sont moins fréquents, mais les atteintes neurologiques sont plus fréquentes. La mortalité est, elle, significativement différente puisque dans les cas de choc toxique non menstruel, elle était estimée à 22%. Merci beaucoup, toutes vos explications sont très claires. Est-ce que vous pouvez nous décrire la physiopathologie de ce syndrome du choc toxique et peut-être commencer par le staphylococcique ? Oui, alors la survenue du syndrome du choc toxique implique la sécrétion bactérienne d'exotoxines, qui sont des facteurs de virulence bactériens qui sont codés génétiquement et sécrétés. Les principales exotoxines superantigéniques décrites chez Staph aureus sont la TSST1
et les entérotoxines, dont une trentaine ont été décrites à ce jour. TSST1 est responsable de 95% des syndromes du choc toxique menstruel, car elle est la seule à pouvoir traverser la muqueuse vaginale. TSST1 est responsable de la moitié des chocs toxiques non menstruels, l'autre moitié étant liée à la sécrétion d'entérotoxines staphylococciques. L'exotoxine superantigénique va induire une activation non conventionnelle des cellules T par la cellule présentatrice d'antigènes. Au cours de l'activation conventionnelle des cellules T, la cellule présentatrice d'antigènes absorbe les particules étrangères et va les présenter de manière partiellement dégradée sur le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2, exprimé à sa surface. Le complexe antigène MHC2 va se lier à la surface du T-cell récepteur de la cellule T, causant son activation. Cela va induire une réponse monoclonale des lymphocytes T spécifique à l'antigène. Dans le syndrome du choc toxique, le superantigène va lier le T-cell récepteur et le CMH2 à l'extérieur du site de présentation de l'antigène avec une haute affinité. Cela va induire une activation lymphocytaire non spécifique, polyclonale, de 20 à 30% de la population totale des cellules T. Cette activation polyclonale va entraîner une libération importante de NF-κB, qui a un rôle majeur dans la génération et l'expansion de la réponse inflammatoire. Cela entraîne une production massive de cytokines et donc une fuite capillaire, une hypotension artérielle, l'apparition de défaillances d'organes et l'activation de la coagulation. Le syndrome du choc toxique staphylococcique menstruel est un choc toxinique pur. Il est lié à une colonisation vaginale à Staph aureus producteur de TSST1 chez une femme n'ayant pas d'anticorps anti-TSST1. L'utilisation de tampons va créer un milieu physico-chimique favorable à la production de toxines TSST1, notamment en apportant de l'oxygène dans ce milieu normalement anaérobie. Le syndrome du choc toxique non menstruel est, lui, un choc mixte, à la fois septique et toxinique. Il est en rapport avec une infection à Staph aureus producteur d'exotoxines et le plus souvent post-opératoire. Il faut noter que la production de TSST1 va inhiber la sécrétion des autres facteurs de virulence bactériens. L'absence de signes infectieux locaux est donc fréquente et ne doit donc pas faire éliminer le diagnostic. Merci beaucoup. On va désormais parler du choc toxique streptococcique. Est-ce que vous pouvez nous donner la définition et on parlera ensuite de la physiopathologie? Alors de la même manière, le CDC a proposé des critères diagnostiques pour le syndrome du choc toxique streptococcique. Ceux-ci comprennent la présence du streptocoque du groupe A dans un site normalement stérile ou non normalement stérile, associé à des signes cliniques de sévérité, une hypotension artérielle et 2 atteintes ou plus parmi les suivantes: atteinte rénale, hépatique, coagulopathie, rage cutanée, atteinte des tissus mous avec notamment la présence d'une fasciite nécrosante. Une étude européenne sur l'épidémiologie des infections sévères à Streptococcus pyogenes a décrit que 13% environ des patients avec infection sévère à Streptococcus pyogenes vont développer un syndrome du choc toxique streptococcique. La moitié des patients avec dermohypodermite bactérienne nécrosante va développer un syndrome du choc toxique streptococcique. La mortalité est estimée entre 14 et 44% selon les séries et peut même atteindre 80% lorsqu'il existe une myosite associée. D'après une étude américaine publiée dans CID en 2008, la présence d'un syndrome du choc toxique streptococcique va être un facteur de risque indépendant de mortalité au cours d'une infection sévère à strepto-A. Et quelle est la physiopathologie du choc toxique streptococcique cette fois ? Les principales exotoxines superantigéniques décrites chez Streptococcus pyogenes sont l'exotoxine streptococcique pyrogénique de type A, B ou C et le superantigène streptococcique A. La majorité des isolats de streptocoques responsables de chocs toxiques sont de type EMM1. Toutes ces souches possèdent le gène codant pour l'exotoxine streptococcique pyrogénique B et 74% d'entre elles pour l'exotoxine pyrogénique streptococcique A. Il est important de noter que dans plus de 99% des cas, ces isolats de Streptococcus pyogenes sont sensibles à la clindamycine. Alors, la maladie survient après pénétration de la bactérie à travers une altération de la barrière cutanée ou muqueuse.
Elle se répand ensuite au tissu profond. Les portes d'entrée fréquentes incluent les muqueuses vaginales, pharyngées, la peau et les tissus mous. Le choc toxique peut survenir après un traumatisme mineur, même sans effraction cutanée. Il peut également compliquer une varicelle chez l'enfant ou survenir en postpartum chez la femme jeune. Les hémocultures sont très fréquemment positives. La porte d'entrée peut rester inconnue, c'est le cas dans 1 cas sur 2. L'exotoxine streptococcique pyrogénique de type B va participer à la dissémination fulgurante de Streptococcus pyogenes au sein de la peau et des tissus mous, en association avec d'autres facteurs de virulence comme la protéine soluble M1 qui participe également à l'activation excessive locale et systémique des lymphocytes T, des cellules présentatrices d'antigènes et des polynucléaires neutrophiles. L'absence d'anticorps dirigés contre les exotoxines streptococciques joue également un rôle dans la survenue du syndrome du choc toxique. Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires et ces définitions. Est-ce que vous pouvez désormais nous parler du traitement du syndrome du choc toxique ? Oui, alors le traitement du choc toxique staphylococcique et streptococcique a des points communs et aussi des spécificités. Tout d'abord, il est essentiel de détecter précocement la maladie et de mettre en place un traitement symptomatique qui est le traitement du choc septique sans particularité. Il est fondamental d'éradiquer mécaniquement la source de production de toxines. Pour cela, il faut la localiser en faisant un scanner si c'est nécessaire. Dans le cas du choc toxique menstruel, il faut déposer le tampon, le stérilet, la coupe menstruelle et réaliser un prélèvement local à la recherche de Staph aureus. Dans les autres cas, il faut faire prendre en charge les patients au bloc opératoire pour explorer le site opératoire, débrider largement les tissus nécrosés, drainer les abcès, etc. Il faut de plus recourir à une antibiothérapie bactéricide. Les souches de Staphylococcus aureus responsables de syndrome du choc toxique sont le plus souvent sensibles à la méticilline. Les rares souches résistantes à la méticilline sont généralement sensibles à la clindamycine. Dans l'étude rétrospective multicentrique française de Damien Contoux, décrivant 102 cas de syndrome du choc toxique menstruel, aucun cas de choc toxique à SARM n'avait été décrit. Par conséquent, une antibiothérapie par oxacilline ou céphazoline paraît être un choix approprié dans le syndrome du choc toxique menstruel. Dans le cas des syndromes du choc toxique associés à une dermo-hypodermite bactérienne nécrosante, l'infection étant fréquemment polymicrobienne, il faut utiliser une bêta-lactamine à large spectre en élargissant au BMR en cas de facteur de risque en rapport avec l'écologie locale ou avec le patient et en ajoutant un aminoside en cas d'état de choc. Enfin, dernier axe du traitement, il est possible qu'une intervention médicamenteuse à visée antitoxinique puisse avoir un rôle bénéfique. Les antibiotiques antitoxiniques, clindamycine et linezolide, ont démontré in vitro qu'ils avaient un effet inhibiteur significatif sur la production de toxines streptococciques, qu'ils soient utilisés seuls ou en association. Chez l'homme, il existe des études retrouvant un effet de la clindamycine sur la mortalité dans les infections sévères à Streptococcus pyogenes, notamment celle de Carapetis en 2014 ou celle de Liner, publiée dans la même année. Cependant, ces études sont des études rétrospectives observationnelles et bien que les thérapeutiques antitoxiniques soient recommandées, le niveau de preuve scientifique reste donc peu élevé. Les immunoglobulines polyvalentes auraient l'effet in vitro d'inhiber l'effet des exotoxines superantigéniques streptococciques et staphylococciques. Il existe des études rétrospectives retrouvant un effet de l'administration des immunoglobulines polyvalentes au cours du choc toxique sur la mortalité, notamment celle de Liner publiée dans CID en 2014. Une étude européenne multicentrique randomisée contrôlée contre placebo a étudié l'effet de l'administration d'immunoglobulines polyvalentes dans le choc toxique streptococcique. Malheureusement, cette étude avait dû être suspendue prématurément pour cause d'inclusion insuffisante. Les résultats retrouvaient une différence sur les taux de mortalité, 10% dans le groupe immunoglobuline, 36% dans le groupe placebo, mais ces résultats n'atteignaient pas la significativité compte tenu d'un nombre très peu important de patients inclus. Un effet significatif sur les scores SOFA à J2 et J3 avait cependant été retrouvé. Une deuxième étude randomisée contrôlée contre placebo a été publiée dans Intensive Care Medicine en 2017. Elle avait étudié l'effet des immunoglobulines dans les fascites nécrosantes, un peu dans la vraie vie, et elle n'avait pas retrouvé d'effet sur la mortalité.
La place des immunoglobulines polyclonales reste donc à ce jour à définir. Je vous remercie, Dr Hachadeh. Merci de votre présence et de vos réponses très claires à nos questions. Nous vous recommandons donc de regarder le replay de la présentation du Dr Hachadeh à l'ASFAR. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles interviews.